Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Digitalmen. Nous en sommes à la deuxième prise de cette intro et donc on va faire sans plus attendre le débrief du BIG qui s'est tenu il y a quelques jours où Lionel était présent et il va nous faire le feedback dans un instant. Et dans la verdure d'une terrasse parisienne. Une terrasse parisienne en pleine nuit parce qu'on n'a plus le temps de tourner la journée. Non, puis il fait tellement doux en ce moment. Voilà, c'est vrai. Pourquoi se priver? Après le dérèglement économique Voilà. de la tech, le dérèglement. On vous donnera pas Allez, l'adresse. C'est parti. Et donc nous voilà pour vous parler du BIG sur lequel Lionel était présent. Alors déjà, le BIG, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait quelques éditions que ça se tient. En quelques mots, Lionel, c'était quoi? Alors le BIG, 4e édition, BPI France Inno Génération, on va pas dire Generation, on est en France, Génération. Ça se tient à l'Accor Hotel Arena. Le POPV de Bercy pour les plus vieux. Et puis, alors cette année, c'était à peu près 43 000 entreprises qui étaient réunies sur une seule journée. C'était le 11 octobre, qui venaient écouter des conférences. Bref, c'était un très grand rassemblement. C'est le plus grand rassemblement européen d'entreprises. Et c'était le rassemblement des entreprises françaises avec des conférences, etc. On va revenir un peu en détail sur ce qu'on pouvait y voir. Voilà, c'est ça le BIG. En fait, c'est vraiment big. C'est vraiment big. Oh, quelle transition de folie. Excusez-nous, on est effectivement, il est tard. L'enjeu, c'est vraiment, si je résume, de comprendre le monde de demain pour mieux l'anticiper par et pour les entrepreneurs. Oui, c'est une réflexion qui se fait sur l'économie française et plus globalement sur l'économie internationale, l'économie européenne et puis l'internationalisation d'un certain nombre d'entreprises françaises qui ont besoin de s'internationaliser. On sait que dans les nouvelles technologies notamment, je veux dire, on est quand même beaucoup dominé par des entreprises américaines. Si il y a beaucoup d'ingénieurs français qui s'exportent, mine de rien, ça reste des entreprises américaines qui viennent nous dispenser leurs bienfaits numériques. Et bien là, c'est véritablement tout un écosystème de grandes entreprises qui viennent se rencontrer, de petites entreprises qui viennent chercher, de start-up qui viennent présenter. C'est le BIG, ça permet en fait d'avoir un œil nouveau sur le monde de demain. D'ailleurs, leur slogan, c'était demain, tout est possible. Et finalement, c'était cette organisation-là qui était au cœur de cette manifestation organisée donc par BPI France. Tout est possible, mais pour les plus vieux, vous me comprendrez aussi avec la carte Kiwi, je crois que c'était pourri. Alors, si on résume, effectivement, c'est un gros lieu d'échange. Je pense que le lieu en plus se prête beaucoup à l'événement parce que finalement c'est une nouvelle manière d'appréhender une forme de salon comme on pourrait les avoir, les Vivatech, les CES, etc., les IFA et compagnie qui sont des salons dans leur organisation souvent un peu plus industrialisés ou plus normés. Là, c'est sur une journée. Déjà, ça commence à 9h et ça termine à minuit. Minuit, donc c'est une très grosse journée. Et en même temps, le lieu est là pour faire l'effet waouh, quoi. Oui, alors certes c'est la 4e édition, mais c'est vrai que de faire comme ça une présentation dans une arena, c'est-à-dire quand même un lieu qui est, je crois, à peu près capable d'accueillir 17 000 places assises pour regarder un match de foot ou chanter je ne sais trop quelle vedette de la pop, ça c'est tout à fait exceptionnel. Et en fait, le lieu a été complètement reconditionné. On le voit sur les images que vous pouvez, qu'on vous a insérées, quelques photos qui ont été prises. Le lieu est complètement reconditionné et des espaces ont été créés au sein même des tribunes. Des espaces ont été créés évidemment sur le floor et puis des espaces ont été créés, des espaces de coworking, des espaces de pitchbox, des espaces de table ronde ont été créés dans les coursives ou carrément dans les espaces qui sont sous les gradins, puisqu'on peut quand même imaginer qu'en dessous les gradins, il y a quand même pas mal d'infrastructures qui sont des infrastructures invisibles quand on y va en tant que simple spectateur. Donc c'est un lieu d'échange avec effectivement des annonceurs, des capital risqueurs, des start-upers et tout ce beau monde finalement avec en plus des institutionnels très classiques voire régaliens. On a effectivement un lieu d'agora. Oui, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est de se dire, voilà, on a un endroit où 43 000, comme je le disais tout à l'heure, personnes sont venues se rencontrer, échanger. Évidemment, vous ne pouvez pas rencontrer tout le monde, mais c'était le lieu pour faire du one-to-one et puis rencontrer des grands comptes. Des capitaux risqueurs, des business angels qui devraient faire confirmer qu'en France, le capital risque, déjà depuis 2014, les montants ont été multipliés par 3. On devrait flirter cette année avec 7 milliards d'euros en capital risque en France. On n'est pas la première nation européenne, on est encore derrière les Anglais et derrière les Allemands, mais je crois que l'objectif des promoteurs de cette manifestation, c'est aussi que le capital risque en France aille encore un peu plus loin et peut-être soit le premier lieu de capital risque en Europe. Grande ambition, il y avait beaucoup effectivement d'éléments. Qu'est-ce qu'on pouvait voir et trouver au sein de cette journée BIG? Alors, il y avait des ateliers, workshops, masterclass.
un certain nombre de lieux qui étaient dédiés à ça. Comme je disais là, à l'instant, il y avait des endroits où un entrepreneur pouvait pitcher. C'était des sortes de pitchbox. Il est parti vérifier, ça y est. Non. Non, en fait, on a l'eau sous les pas. Alors, voilà, et donc l'eau sous les Je pas, regardais que ça faut- tournait bien, qu'on ne soit pas embêté, parce que je me vois pas à 2h du matin faire la prise. Ah bon, déjà si tard. Pff, d'accord. Donc des pitchbox, je disais, qui sont donc des lieux où vous êtes face caméra et puis vous enregistrez votre pitch. Vous êtes un détenteur d'idées, voilà, et vous allez pouvoir après diffuser votre idée auprès de capitaux risqueurs. Il y avait des campus régionaux. Alors ce qu'on appelle par régionaux, Mhm. c'est pas tout à fait la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui veut plus d'ailleurs qu'on l'appelle comme ça, je crois, mais plutôt les régions mondiales. Donc il y avait un campus sur le Moyen-Orient, un campus sur l'Amérique latine, un campus sur l'Asie, un campus sur l'Europe. C'était des lieux où des conférenciers venaient donner un certain nombre de paramètres, hein, l'intérêt d'aller investir au Mhm. Moyen-Orient ou l'intérêt d'aller investir en Asie ou dans d'autres pays d'Europe. Il y avait des bulles. Alors les bulles, elles étaient sur le floor, c'est-à-dire sur la partie centrale de l'Arena, de l'Accor Hotel Arena, De Bercy, ouais, de Bercy, hein, voilà, où on pouvait retrouver évidemment la bulle French Fab, la bulle Pro, la bulle Go, on l'a vu sur les photos, peut-être que vous avez pu repérer, c'est les noms qui étaient écrits sur les bulles. Il y avait dans les coursives des galeries de start-up qui étaient sur 9 défis, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y en a quelques-unes que l'on a essayé d'identifier, qui étaient assez originales. Mhm. Et puis il y avait 8 grandes salles de table ronde où toute la journée, et elle a été longue, se sont déroulés sur des sujets divers que l'on va peut-être essayer de détailler un petit peu tout à l'heure, qui se sont déroulés donc pendant toute cette journée, 8 lieux de table ronde. Et puis il y avait le bang. Et alors, c'est quoi le bang? Le bang, c'est une partie, alors pour ceux qui Vous mettez la savent à photo, peu près la configuration, c'est à peu près un Mhm. quart de la salle qui a été complètement annexé, donc ça se transforme en amphithéâtre avec une grande scène sur laquelle le beau monde il était là, puisqu'on n'a pas eu le président, mais enfin on a eu quand même son Premier ministre, on a eu notre Mounir ministre Mahjoubi. de l'économie, on a eu notre ministre du travail, on a eu le secrétaire d'État au digital, Mounir Mahjoubi, mais on a eu aussi des entrepreneurs, parce que ça défilait en fait à partir de la matinée, chacun faisait son discours à peu près entre 15 et 20 minutes. On a eu des entrepreneurs comme Henri Sédou, que l'on connaît, la famille Sédou qui est à la tête de Parotte. On a eu Xavier Niel qu'on ne présente plus, on a eu Yannick Bolloré qui est à la tête d'Avas. On a eu également Emmanuel Chin, que vous connaissez pour ceux qui suivaient ses émissions sur M6 et qui est à la tête C'est d'une les société meilleurs. de production qui s'appelle Éléphant. Et puis il y en a un qui m'a beaucoup surpris parce qu'il est très intéressant, parce que ça fait partie des sujets dont on s'intéresse plus particulièrement. C'est Jean-François Gagné qui est à la tête d'une société qui s'appelle Elementi et qui est canadien. Et c'est une entreprise qui développe en fait des process, des solutions à base d'intelligence artificielle pour les entreprises. Donc voilà ce que l'on pouvait voir sur cette scène. Est-ce que c'était pas aussi effectivement une forme de démonstration des acteurs d'État pour dire on est là, agitez-vous, bougez, effectivement on va vous faciliter les procédures. Est-ce qu'il y a une forme de communication politique sur cet événement? Alors, selon toi hein, Alors, sans faire de politique, déjà, quand on a un ministre de l'économie et des finances qui vient présenter la loi PAC, je vous rappelle que la loi PAC, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Hein, donc, ça témoigne de la compréhension de l'État sur les écosystèmes et les moyens qu'il souhaite mettre en œuvre pour favoriser les entreprises. Donc alors ça, que le c'est digital, clair. c'est pas le gros du PIB français. Non, c'est pas le gros. Bah non. Mais malgré tout, Prise de conscience, sur ça, le c'est futur sûr. possible de ce que ça pourrait générer. Et puis de toute façon, on sait que l'État se transforme, hein, il est obligé de se transformer, et il insiste sur le fait qu'il se transforme au service des entreprises. On peut imaginer d'ailleurs avec ces différentes annonces qui ont été faites, que ça forme une sorte d'alignement de planètes. Alors je reviens sur un terme que l'on a beaucoup entendu sous une ère un petit peu précédente, mais l'alignement des planètes, oui, en termes d'économie aujourd'hui, dans la création, dans la levée de fonds, dans la capacité dynamique d'une entreprise qui a une idée ou d'un start-upper, voire même d'une PME qui innove, il y a énormément de solutions. Et puis, il y a des sociétés que l'on connaît bien, que l'on a croisées au CIS plusieurs fois, etc., qui ont cette année quand même levé des fonds de façon assez considérable. Open Classroom, de mémoire, c'est un peu plus de 60 millions d'euros. Cityscoot, pour les Parisiens comme Mathieu, 40. ou Klaxoon ont levé
plus de 40 millions d'euros. Bref, on avait vraiment des entreprises qui étaient là et qui étaient vraiment dynamiques. Tout le monde avait le sourire. Et d'ailleurs, certains préconisaient la création d'une forme de Nasdaq à la française ou à l'européenne. Parce que si on regarde bien dans le CAC 40, à part peut-être Orange, Capgemini, Atos, bon, ok. Il y a quelques mois, Dassault Systèmes est rentré, il a explosé les trucs, mais on n'a pas vraiment d'entreprise de la tech importante dans nos indices boursiers. Et ça serait intéressant et ça viendrait compléter ce que le Tech 40 d'Euronext qui liste des PME de la nouvelle technologie, ça le compléterait efficacement si on faisait soit rentrer un peu plus de grosses sociétés de la tech dans notre CAC 40, ça montrerait aussi le dynamisme. Donc une volonté certainement manifeste de faire de la France le leader européen, parce que le mondial très clairement c'est inaccessible à date, et le leader européen des levées de fonds, de la tech, enfin en tout cas le fer de lance de ce que ce pourrait être le digital à terme. Oui, de la croissance de l'innovation, c'est-à-dire rebondir sur les innovations, parce que encore une fois, on en a cité à longueur de sujets, des ingénieurs français qui sont partis travailler pour Facebook, Google, Apple et compagnie, la liste est longue. Et ces ingénieurs, ils sont très bien formés en France. Quand on a les capitaux qui peuvent venir se cristalliser autour de sociétés, pourquoi pas rester dans leur pays d'origine. C'est vrai qu'effectivement, quand on regarde le niveau de la recherche française aujourd'hui sur l'IA, en tout cas, elle est plébiscitée à travers le monde. Et c'est vrai, j'en parlerai dans un rapport qu'on essaiera de vous diffuser prochainement sur les tendances 2019. C'est boule de cristal. Effectivement, sur le constat de 2018, c'est qu'effectivement la recherche française en intelligence artificielle est aujourd'hui à la tête finalement des plus grosses sociétés de la tech mondiale. Exactement. Finalement, de quoi on a parlé? Conférences, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait des thématiques qui se dégageaient? Alors, vous imaginez tenir 43 000 personnes, certes dans une aréna qui en tient quasiment 20 000, donc ça laisse de la place, mais il a fallu organiser des tas de tables rondes. Le programme, je vous l'ai amené, mais je ne l'ai pas. Enfin bon, le programme était très très épais. Il y avait à peu près 300 conférences thématiques. Donc autant dire que chacun faisait son marché et allait écouter les conférences qui l'intéressaient. Mais en tout cas, révolution industrielle, révolution énergétique, ordinateur quantique, comment grandir, investir à l'international, la responsabilité sociale des entreprises, évidemment l'innovation, le développement durable, le financement, la stratégie, la gouvernance, le développement, le management, les RH, tout ça, c'était des termes qui étaient abordés. Le business, l'industrie, la deep tech, le marketing, le commercial, bref. Tout était dedans. En fait, on abordait tous les sujets. C'était au-delà de l'innovation, c'est aussi peut-être le rassemblement de la transformation digitale. Parce que finalement, ça agrège de manière très transverse plein de secteurs. C'est inno, donc innovation, c'est clair, mais c'est l'innovation vue et dynamisée par les entreprises. Parce que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui a été organisé par la BPI, mais c'est par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Alors, maintenant, on arrive à la séquence Startup cadeau, c'est-à-dire à quel moment on va faire nos achats de Noël. Globalement, quelles sont les startups qui t'ont le plus marqué en fonction des grandes thématiques qui étaient abordées sur cette journée? Alors, il y avait plusieurs thématiques, c'était assez intéressant. Il n'y avait pas pléthore de startups, on n'est pas à l'Eureka Park, on va en croiser presque 1000 ou 1200, en janvier, 1200, nous ont-ils annoncé, si vous nous avez écouté il y a 2 semaines. Que l'on va croiser en janvier à Las Vegas. Non, il y en avait déjà beaucoup moins. On en avait, allez, on va dire 100, 120 à peu près. Je ne les ai pas comptés, mais c'était à peu près cet ordre d'idées. Mais par contre, elles étaient réparties sur un certain nombre de thèmes, donc un certain nombre de défis auxquels elles ont postulé. Donc ces thèmes, alors il y en avait, ils sont très clairs. Il y en a un, le premier, c'était bâtir par exemple le territoire de demain. Alors bâtir le territoire de demain, il y avait un certain nombre de startups. Il y en a une, moi, qui m'a intéressé beaucoup, parce qu'elle s'appelle Batiprint 3D. Ils ont construit dans la région nantaise une maison complètement en 3D. Dans un environnement HLM ou environnement social, donc avec des coûts contenus, etc., etc. Et là, il y avait une très très belle démonstration, ça c'était plutôt intéressant. Il y avait évidemment une que l'on avait déjà rencontrée, notamment sur Vivatech, qui s'appelle Histovery, qui dynamise en réalité augmentée le patrimoine culturel. Mais on avait sur des bases historiques. Voilà, sur des bases historiques. C'était assez intéressant. Donc là, on bâtit des territoires, le territoire de demain. C'est-à-dire qu'on construit, c'est l'acculturation, etc. On note aussi une volonté de créer
à la fois l'entreprise et le travail de demain, c'était une des thématiques importantes. Alors, créer l'entreprise et le travail de demain, alors on a parlé de Klaxoon, bon, ils étaient dans cette catégorie. Moi, j'ai repéré quelque chose qui était assez intéressant, et puis je ne sais pas si on arrivera à vous caser un petit extrait de leur vidéo de présentation. C'est une société qui s'appelle EVK et qui a imaginé un mannequin. Alors le mannequin, vous savez, le mannequin de la couturière, quand vous faites faire un costume ou quand la couturière va préparer un vêtement, eh bien ce mannequin, il est complètement paramétrable, il est intelligent et il s'adapte à votre morphologie. Donc on lui rentre vos paramètres et puis vous n'avez plus besoin de faire de l'essayage. Ça, c'est parce quand que même pratique. la couturière, elle a exactement vos mensurations parce que le mannequin prend vos formes. C'est très intéressant, vous pourrez le voir si on n'a pas le temps de caser la vidéo pendant que je suis en train de vous présenter. Parler. Voilà, exactement. Par contre, c'est intéressant, ce serait de le positionner avec WeSync, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ta balance, par défaut, ça te réadapte le mannequin. Ah, tu veux dire que toi, tu as des variations de poids et Peut-être, donc très le mannequin certainement. devrait s'adapter en Mais fonction de... En négatif, puisqu'on nous a fait la réflexion que depuis l'origine des Digital Men, il y a fait quelqu'un qui avait fondu. D'accord, ok. Non, parce que moi, je pouvais penser que finalement, c'est l'approche des fêtes de Noël, on prend un peu de poids, donc le costume... Je me souviens qu'un jour, tu m'as fait une petite blague, tu m'as parlé du costume de ton mariage. Effectivement, j'ai 20 cm maintenant de croisement. Ok. Il y avait aussi un thème qui était sur La mobilité. voilà, faciliter la mobilité. Faciliter la mobilité, il y avait une entreprise qui s'appelle WebReath, j'essaie de bien le prononcer, REATH, qui en fait a des modules de comptage et qui va s'adresser aux municipalités, aux villes et aux sociétés de transport pour la gestion des flux. Parce qu'il faut, le problème, on l'a encore écouté quand on était au Mondial de la Tech, et notamment par le biais du représentant de la RATP, les grandes entreprises de transport urbain, de transport collectif, doivent adapter, doivent dimensionner. Les Parisiens savent très bien qu'en ce moment, la ligne 14 est en train d'agrandir ses quais pour pouvoir accueillir deux wagons de plus par rame. On doit dimensionner, donc il faut faire de l'étude de flux parce que ça a un impact très important. Et ça, c'était assez intéressant et c'était assez innovant. On avait aussi un autre thème qui c'était mieux se protéger. Mieux se protéger. Alors mieux se protéger, là on vous a parlé blockchain, je pense. Exactement, on a parlé blockchain, on a parlé sécurité, on a parlé confiance. Voilà. Eh bien, il y a une société qui s'appelle la Big Adresse. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait imaginer à son nom. C'est une solution en fait, une plateforme de solutions de communication destinée aux PME qui est basée sur la blockchain. Donc on va trouver tout un tas de services ultra sécurisés qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Vous n'avez pas d'interlocuteur, il y a des solutions qui sont proposées, vous choisissez un package, un deuxième package, c'est un petit peu comme avec votre opérateur, vous choisissez tel ou tel pack d'abonnement et hop, vous allez lancer un certain nombre d'opérations et tout ça c'est sécurisé, c'est-à-dire que vous n'avez plus, c'est d'une certaine façon la dématérialisation totale de votre interlocuteur, de votre agence traditionnelle de communication. Messieurs, ce qui peut entraîner agences, d'autres attention. débats effectivement au sein de... Alors ça me fait penser traçabilité, blockchain naturellement alimentaire, il y avait une notion autour de la nourriture et de l'alimentation. Alors oui, autour de la nourriture, on avait parce qu'il y avait 9 thèmes, oui, on les parcourt les uns après les autres. Autour de la nourriture, qu'est-ce que l'on avait vu repasser? Alors Agricool qui était incubé initialement par The Family, je ne sais pas si c'est toujours le cas en tout cas, mais ils étaient passés par... Donc Agricool, de mémoire, c'est recyclage de conteneurs que vous trouvez sur les bateaux, les porte-conteneurs qui font venir les produits tout autour de notre planète. C'est joli. Bon. Et donc, ils installent ces conteneurs recyclés au cœur des villes. Et le système Agricool fait que, au cœur de la ville, dans le conteneur, on va commencer à faire pousser des fruits et légumes. C'est-à-dire que tous les matins, vous allez pouvoir aller ouvrir votre conteneur et puis cueillir les fruits et les légumes dont vous avez besoin. Empreinte carbone zéro, la totale, tout ce qui va avec, et en plus des produits effectivement frais. Ça fait quelques années, effectivement, s'ils sont là, c'est vraiment parce que je pense qu'ils étaient en phase d'industrialisation totale. Complètement, parce que ça fait quelques années qu'on en parle. Il y avait aussi MyFood qui fait de la serre connectée et du jardin vertical. Bah oui, on est en ville, on a besoin de maximiser les espaces, même si nous, on a une jolie terrasse et que ça ne se mange pas. Non, ça c'est clair. Cela, non, pas du tout. Alors, il y a aussi une problématique autour du bien-être. On sait que l'hyperconnexion joue beaucoup. On sait que naturellement, on est hyper sollicité par le digital en général. Toutes les 7 minutes, je crois, en moyenne, on reçoit des alertes et toute la nécessité de se reconcentrer qui prend 21 minutes devient impossible presque. Il y avait quelque chose autour de l'épanouissement personnel. Alors l'épanouissement personnel, c'était quelque chose qui était une thématique qui était assez intéressant parce que les solutions qui étaient proposées, ce n'étaient pas forcément des solutions autour de la psychologie. Par exemple, et ça c'est la startup que moi j'ai repérée, vous pouvez aller sur leur site internet, ça s'appelle Bloom-Paris
.fr ou .com, hein, mais si vous mettez Blue de Paris, vous allez trouver. Ils font des sièges en forme de ballon. Et donc là, on a, eh bien, dans notre vie numérique, où on est essentiellement devant des écrans, eh bien, on a enfin une posture qui est intéressante, qui ne nous fatigue pas la colonne vertébrale, qui oblige notre corps à se mettre dans une position naturelle et donc non agressive. Et quand on reste quelques heures derrière un écran, c'était la promesse. Et moi, je trouvais que c'était assez intéressant parce que finalement, c'est pas du tout, c'est très peu tech, hein, c'est pas connecté, c'est pas blockchain, mais ça fonctionne. c'est très simple. Mais voilà, là, on a des idées, tu vois, qui peuvent être encore tout à fait simples. Donc on voit qu'on est mieux, qu'on vieillit mieux, qu'on est plus à l'aise. Il y a Kabuto dont tu voulais nous parler aussi, qui est notamment cette valise connectée. Kabuto, elle est qui n'est pas donnée quand même. Kabuto, ils font la société s'appelle Kabuto avec un K. La valise s'appelle Xtend. Xtend, ça veut dire qu'elle va pouvoir c'est une valise cabine, hein, donc il va pouvoir se régler en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur, mais surtout, c'est ça qui est bien, c'est que vous allez l'ouvrir grâce à vos empreintes digitales. Vous allez pouvoir brancher jusqu'à 8 devices à l'intérieur parce qu'elle a une batterie relativement puissante. Non, pas 8 devices, vous allez pouvoir faire 8 charges de devices. Donc elle a une batterie relativement puissante puisque voilà. Elle va évidemment avoir un look plutôt sympa. Et je vous conseille d'aller. Elle est en précommande ou elle est... Oui, elle est en précommande. Elle sort quand? Parce que moi, j'ai passé la commande. Donc... je crois que c'est. Enfin, bon, de mémoire, j'y suis allé encore sur leur site aujourd'hui. Je crois que c'est en commande. Bon, bougez la production, c'est tout ce qu'on vous demande. Mettez des messages. Et enfin, dernier thème sur lequel je voulais nous parler, c'était un thème qui est assez fort en ce moment dans l'espèce de la greenification, du greenwashing que l'on souhaite apporter sur la tech, c'est cette notion de transition écologique et énergétique. Alors dans la transition écologique et énergétique, il y avait une société qui présentait, alors c'était assez intéressant, qui présentait des propulseurs électriques pour les satellites de nouvelle génération. Les satellites de nouvelle génération sont des satellites plutôt plus petits. Elon Musk en effet le chantre avec ses lanceurs pour pouvoir lancer plusieurs satellites qui ne sont plus ces très gros satellites énormes qui coûtent horriblement cher et qui ont besoin de très gros lanceurs comme les Ariane 5 et compagnie. Là c'était on va dire l'utilisation d'une énergie propre pour aller mettre des satellites de service en orbite. Mais il y avait une autre société qui est là, qui était pour le coup beaucoup plus terre à terre, qui s'appelle Red-E. Alors Red comme la couleur et avec le E. Ce sont des scooters électriques à destination des professionnels. C'est-à-dire que là, vous allez avoir une batterie qui est interchangeable extrêmement rapidement. Donc le livreur qui doit aller vous livrer un produit, il a un scooter connecté, la gestion de son itinéraire, la batterie qui va être interchangeable quand il revient à sa base. Et là, finalement, c'est l'adaptation de technologies finalement qui ne sont pas particulièrement innovantes, mais qui, une fois amalgamées, donnent un nouveau service qui peut être tout à fait respectueux de l'environnement et notamment au niveau du bruit dans les villes. Le livreur qui arrive en scooter dans votre petite ruelle. On l'entend tout de suite. Voilà. Beaucoup de choses, il y a énormément. Je pense que c'était une journée assez énergisante. Très énergisante et tout le monde avait le sourire. Donc c'était parfait. Donc on se quitte avec la patate et avec effectivement, après ce Sevesonville, après le Big, en perspective, c'est le Web Summit de Lisbonne dans à peine moins d'un mois, effectivement, et sur lequel on vous fera également un feedback, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se dire, à mon avis, beaucoup de conférences, beaucoup peut-être d'annonces, en tout cas des beaux speakers qui sont attendus, donc ça devrait donner un épisode aussi sympa. On est à l'approche des vacances, parce qu'on est déjà en vacances. Les Parisiens sont en vacances, en tout cas. Les Parisiens commencent là en vacances. De toute façon, je crois que la Toussaint, c'est pour tout le monde pareil, les dates. Donc, oui, comme ça, effectivement. Les Parisiens. Oh, les Parisiens. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'étaler les vacances, c'est ça. C'est le problème, sinon on arrive à Noël. D'accord. Et donc on vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Reposez-vous avant effectivement ce grand moment que sera le Web Summit sur Lisbonne. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures autour du digital. Merci Lionel pour cette superbe préparation et ce feedback du Big. Et on vous dit à très bientôt. À très vite. Bye bye.